Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Vox Africa une nouvelle édition de notre programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne, une quotidienne que vous pourrez également suivre sur ses pages Facebook et TikTok, dont vous pouvez voir les liens en description si vous nous regardez sur YouTube. Au sommaire aujourd'hui, retour sur l'actualité ivoirienne au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré inéligibles Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Pascal Affi-N'Guessan et Antoine Assalé Tchiemoko. Quelles leçons tirées de la séquence politique qui s'est ouverte hier? Que vont décider les acteurs clés de l'opposition dont les partis ont été éliminés et les autres qui ont été validés, mais auraient bien du mal à faire contrepoids dans les urnes face à un Ouattara qui a entre ses mains tous les leviers de l'État et peut-être dans sa poche les principales institutions électorales. Manifestement, le RHDP est confiant. Le pouvoir Ouattara a-t-il raison de se montrer si confiant? Pour en discuter, j'ai à mes côtés sur ce plateau Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef à RFI et producteur de cette quotidienne, ainsi qu'Alafé Ouakili, journaliste et fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Et à distance, nous aurons Vassiriki Diaby, sénateur RHDP, Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI, ainsi que Zokou Seri, avocat, militant historique de la gauche ivoirienne. Bonjour à tous. Bonjour Théo. Bonjour. Alors, les réactions se multiplient depuis hier. Le premier à dégainer a été Tidiane Thiam, qui a martelé que les Ivoiriens méritaient mieux qu'un plébiscite imposé et que la lutte pour la liberté, la justice et des élections inclusives continuait jusqu'à la victoire finale et à la démocratie. Le PPACI annonce un secrétariat général extraordinaire aujourd'hui même. Alors, c'est un secrétariat général extraordinaire qui a été déplacé. Il devait avoir lieu demain à 16h, mais il va commencer peut-être pendant que nous tournons cette émission, dans l'après-midi de mardi, du côté des rares élus au sein de l'opposition. Simone Evé Gbagbo n'a pas caché sa joie. Je ressens beaucoup de joie et je rends grâce à Dieu parce qu'on est en chemin vers quelque part. Et cette étape-ci, c'était une étape importante sur le chemin. L'étape vient d'être franchie. On a remporté à ce niveau-là du Conseil constitutionnel. On est maintenant candidat. Le plus gros est à venir devant. Mais c'est une grande étape qui est franchie et on est heureux. Et je rends gloire à Dieu pour cette victoire-là. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est du bon travail. Les militants du MGC, les militants de tous les alliés, les Ivoiriens qui sont électeurs, je leur ai dit que c'est un grand défi qui nous est lancé. C'est le défi de l'alternance. Nous sommes engagés dans ce combat-là. J'appelle tous les électeurs ivoiriens à venir appuyer ma candidature, à soutenir ma candidature pour que nous allions à la victoire le 25 octobre. Bien entendu, cette satisfaction n'est pas du goût du PPACI, dont les militants déplorent l'absence de solidarité avec les candidats et conduit. Le PPACI de Laurent Gbagbo, qui, on le rappelle, a déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel aux fins d'empêcher Simone Evé Gbagbo d'utiliser le nom Gbagbo dans tout ce qui a trait à sa candidature. Bref, on vit bien dans la famille, comme on dirait. Alors, le débat d'aujourd'hui visera à aller un peu plus loin que l'annonce qui a produit des chocs divers et à se projeter dans ce qui va venir après, à analyser les comportements des différents acteurs et les perspectives de ces acteurs. Norbert, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut dire qu'on a des signaux qui nous montrent de quoi les jours à venir seront faits? Non, on ne peut pas encore le dire. Et dans ce que je viens de dire, le mot important, c'est « encore ». Car je ne doute pas, mais vraiment pas,
qu'on aura les réponses à ces questions. Ça prend un peu plus de temps. Alors, est-ce que c'est le résultat d'une sorte d'accélération du calendrier? Ça a été évoqué. On évoquait la date du 10 septembre initialement. Est-ce qu'il y a des hésitations? Est-ce qu'il y a des dissensions? Oui, on vient de voir par exemple les déclarations de Simone et Yves Gbagbo. En quelque sorte, elle remercie le Conseil constitutionnel alors que le parti PDCI-RDA, dont le président est également le président de CAP-CI, dont fait partie le parti de Simone Gbagbo, le MGC, dénonce la décision du Conseil constitutionnel. Tu l'as dit toi-même, tu as souligné ce point, c'est très important. Ce matin, le Nouveau Réveil, le journal le plus proche même du PDCI-RDA, dénonçait le manque de solidarité de Simone Gbagbo. Donc, et bien sûr, il y a une cacophonie. Maintenant, quand je dis que l'opposition répondra, je veux parler plutôt du Front commun, PDCI-RDA, PPACI. Donc, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Alors, les solutions, à mon avis, sont plus nombreuses que ce que l'on pense. Sur ce plateau, pas plus tard qu'hier, à chaud, nous avons évoqué la possibilité du boycott, nous avons évoqué aussi la possibilité du plan B ou des plans B, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités. Et d'autres possibilités, c'est ce que eux vont décider. Enfin, ça pourrait être quoi? Ça tombe bien, nous avons des représentants du Front commun qui sont en ligne. C'est eux qui vont répondre. Mais avant de les écouter, je voudrais donner la parole à mon autre camarade du plateau, Alafé Wakili, qui a suivi également cette journée. Quels sont les principaux enseignements de la journée d'hier, à ton avis? Bon, beaucoup d'enseignements et de constats. Le premier constat, c'est que le pays roule comme d'habitude pour l'instant. Les choses vont peut-être au ralenti avec toujours l'attention, l'inquiétude, mais ça va, la situation se déroule, la vie est normale à Abidjan pour l'instant. L'autre observation que je veux faire, c'est qu'il y a eu deux coalitions, il y a le Front commun, mais avant le Front commun, il y a eu la coalition pour l'alternance pacifique, dont justement Simone fait partie, Afingé en était membre, dont Melo n'en était pas membre. Dans cette coalition, il y a au moins un candidat, et cette coalition n'a pas été déclarée morte. C'est vrai que peut-être n'a pas posé des bases d'une lutte commune. C'était une coalition qui n'avait pas peut-être une stratégie commune par rapport au Front commun. Je ne sais pas si le Front commun aussi a une stratégie commune et unique, mais on peut aussi s'interroger sur le fait que cette coalition n'a pas la capacité de mener une action forte, unique et ensemble, ce qui aurait pu, dès l'entame, trancher la question. Si parmi nous, quelqu'un est candidat et était retenu, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien est-ce qu'on ne doit pas ensemble déposer? On voit bien que la question n'a pas été tranchée depuis le départ. Par exemple, au niveau du Front commun, c'est vrai que tout semblait bouclé, mais si jamais le président Gbagbo avait été validé ou le président Thiam tout seul, qu'est-ce qui se serait passé? Ou bien il faut attendre que les problèmes se posent ou les situations arrivent pour trouver des solutions, parce qu'il ne faut pas être dans l'hypothétique. Dernier point, je constate que Simone gagne une bataille en gardant le nom Gbagbo. Ça peut faire mal, mais en réalité, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un nom qui ne fait pas honte, c'est un nom dont elle est fière et c'est aussi un nom dont elle a besoin. Ça fait mal, peut-être au PPACI qui a perdu quelque chose, mais on aurait peut-être voulu que Simone soit éivée, qu'elle se fasse connaître éivée, mais apparemment, elle a besoin qu'on l'identifie encore à Gbagbo. Mais surtout, son état civil n'a pas été modifié. C'est-à-dire oui, mais il paraît qu'elle n'a pas obtenu, elle n'a pas demandé au tribunal de garder le nom. C'est sur cette base que le PPACI et les cabinets, les conseils du président Gbagbo disent... Ce que je veux dire, c'est que l'extrait d'acte de naissance est modifié en fonction des mariages, des divorces, etc. Bien sûr. Et les modifications n'ont pas encore été apportées. Ça fait 2 ans. Ça fait plus d'1 an. Après le divorce, il y a un extrait d'acte de naissance qui est donné. Les modifications sont faites par... C'est-à-dire qu'après le divorce, l'acte est signifié.
chaque partie, comme un mariage après un divorce ou aussi un décès, l'acte est signifié. Je suppose que l'acte a été signifié. L'extrait de naissance qu'elle a fourni doit être un extrait de naissance récent qui doit porter mention de divorce. L'extrait de naissance doit dater de moins de 3 mois. En tout cas, c'est en fonction du nom que voilà. tu donnes. L'extrait de naissance doit dater de moins de 3 mois, n'est-ce pas? Donc, l'extrait de naissance doit mentionner le divorce. Il faudrait peut-être qu'on passe au... Mais non, ce que moi je retiens, c'est qu'elle a besoin du nom. Moi, je veux positiver. Ça peut faire mal au PRPACI, mais moi, en tant qu'observateur, je note qu'elle a besoin de s'accrocher au nom Gbagbo, au-delà du passé et de la lutte, mais aussi parce que peut-être il y a un électorat qu'elle veut capter et les gens auront l'impression que c'est l'ex-Madame Gbagbo. Et ça fait partie de son identité politique aussi. Hein? Ça fait partie, enfin, elle est connue depuis qu'elle est entrée en politique. Oui, ça lui est utile en fait. Elle est connue, ça lui est utile. Ça, voilà. Mais il n'y a pas que Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo dont on peut... Donc c'est l'observation que je voulais faire après avoir parlé du front de la CAPSI et puis du cas de Simone et Yves Gbagbo. On peut noter que la CAPSI et le Front commun sont quand même traversés par des contradictions. C'est-à-dire la CAPSI était un peu abandonnée par le PDCI au profit du Front commun, ce qui avait vraiment fait grincer des dents au sein de la CAPSI à l'époque, qui aurait pu... ces personnes peuvent considérer qu'à ce moment-là, le PDCI n'était pas solidaire, et puis le Front commun il a également eu du mal à se mettre en place, et une des conditions non dites pour que le Front commun se mette en place, c'était qu'il fallait écarter les partis de la CAPSI et non faire une grande coalition, et c'était une condition bien entendu du PPACI. Alors j'aimerais donner la parole à Vassiriki Diaby, sénateur RHDP. Bonjour Monsieur Diaby. Bonjour monsieur, comment vous allez? Nous allons bien, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Et en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, on se dit finalement c'est bouclé, géré. Alassane Ouattara a choisi les personnes qu'il allait affronter en se débrouillant pour qu'il y ait des membres de l'opposition, mais des membres de l'opposition assez, disons, en disgrâce ou bien en délicatesse avec les gros patrons, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, pour que ça ne fasse pas trop mal. Est-ce que finalement, ce n'est pas une élection dont le casting a été mis en place par le pouvoir? Merci beaucoup. Je remercie déjà la chaîne pour l'invitation. J'ai pu noter hier avec vous, avec tout le monde, les décisions du Conseil constitutionnel qui nous donnent, n'est-ce pas, nous, au RHDP, la latitude de préparer sereinement les élections. Sereinement parce que nous attendions ce calendrier. Dire que le RHDP a choisi des candidats à la taille, à notre dimension, je dirais non. D'autant plus que nous avons eu des candidats qui ont été, qu'on a constaté qui ont été effectivement recalés au nom de la séparation des pouvoirs. Nous attendons bien les preuves que les uns et les autres pourront nous donner pour pouvoir nous dire que le président Alassane Ouattara a choisi des candidats à sa dimension. Il y a un exemple, monsieur le sénateur, il y a un exemple qui est dans tous les esprits, c'est l'exemple d'Antoine Assalé Tchemoko, qui demande la liste, enfin les preuves que finalement le nombre de doublons qu'il y a parmi ces parrains le rendent inéligible. Beaucoup de personnes s'interrogent également sur le fait que les tablettes qui avaient été mises à la disposition des candidats pour justement éviter les doublons, qui avaient déjà été déplorés dans des scrutins précédents, que ces tablettes ne marchaient pas. De facto, il n'y a pas de contradictoire qui, dans l'analyse des parrainages, qui peuvent permettre de savoir que le Conseil constitutionnel, dont les décisions sont insusceptibles de recours, a bien compté. Donc finalement, le Conseil constitutionnel a toute l'attitude de juger qu'il y a des doublons disqualifiants pour l'un et pas de doublons disqualifiants pour l'autre. D'autant plus qu'on cite le nombre de doublons problématiques pour les uns et pour certains, on dit ils ont atteint 1%, on n'en parle plus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève de disons, de quelque chose à améliorer ou alors de l'opacité, M. Diaby? Merci beaucoup. Je pense que
ces volets techniques qui relèvent, n'est-ce pas, de la compétence de la CEI, les différents candidats avaient l'occasion et l'opportunité de les relever avant même que les dossiers n'arrivent au Conseil constitutionnel. Moi, je suis politique, je suis le secrétaire général du Sénat, au niveau du secrétaire général du groupe parlementaire RAG au Sénat. Et je note que les personnes qui ont... Nous avons 5 candidats qui ont été retenus. Vous avez quelqu'un comme le président, le candidat Bion, qui est élu, qui est un élu, qui est un parlementaire au niveau du PDCI et qui n'est pas des moindres parmi les candidats du PDCI. Les candidats issus du PDCI, parce qu'il n'est pas candidat du PDCI, il est quand même issu du PDCI. C'est exactement lui qui menait la guerre contre Tidjane Thiam, et certains diront par procuration pour le RHDP. Jean-Louis Billon, ces derniers mois, avait le même intérêt que le RHDP. Je pense qu'avant l'avènement même de M. Tidjane Thiam à la tête du PDCI, M. Billon avait déjà montré sa position. Il avait déjà manifesté son intérêt d'être candidat depuis l'année 2020, depuis le président Bédié. Donc, dire aujourd'hui que M. Billon est de connivence avec le RHDP, c'est vraiment aller à des positions qui sont injustifiées. Ce que je voulais rappeler, le PDCI a repris les élections parce que le PDCI savait que le président du PDCI n'avait pas la légitimité pour être même président du PDCI. C'est pour ça qu'ils ont repris les élections au niveau du PDCI. La légitimité, vous voulez dire les papiers? Non, non seulement les documents, mais le candidat, le président Tidjane Thiam, a été élu 2 fois président à la tête du PDCI. Donc il avait la légitimité. Pour quelle raison est-ce qu'il a été... Pardonnez? Donc il avait la légitimité électorale, puisqu'il a été élu et très bien élu 2 fois. Oui, non, ce que je suis en train de vous expliquer, j'ai dit qu'il était déjà le président du PDCI. Pourquoi est-ce qu'ils ont repris les élections, selon vous, pour qu'il soit encore un nouveau président? Bon, on va poser la question à monsieur... Il n'avait pas la qualité d'un président la qualité, légitime. pas la légitimité. Pardonnez? La qualité, c'est peut-être mieux indiqué que le mot légitimité. Mais continuons, c'est un détail. Oui, non, la qualité d'un président légitime. Parce que s'il était légitime, s'il respectait convenablement les conditionnalités pour être à la tête du PDCI, on n'aurait pas repris les élections au niveau du PDCI par un congrès organisé en quelques heures. Ce n'était pas possible. Alors, cela a été fait. Vous trouvez... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. En réalité, ce qui pourrait permettre à M. Tidjane Thiam d'être légitimement et légalement candidat, c'est que la Côte d'Ivoire, au niveau de la République, on puisse également reprendre la révision de la liste électorale comme cela a été fait au niveau du PDCI pour lui permettre d'être légitimement et légalement candidat. Et les commentaires des décisions du Conseil constitutionnel, ce que moi je voulais vous rappeler, à ce niveau, nous n'avons pas à rentrer dans un certain nombre de débats. Ce que je constate, c'est que le président Laurent Gbagbo, par exemple, n'a pas pu rassembler le parrainage. Ce que je note, c'est que les dernières élections que nous avons eues en Côte d'Ivoire datent de 2023. Le PPACI avait des candidats sur l'ensemble du territoire. Ils avaient la possibilité de participer aux élections. Nous sommes allés aux élections. Sur 201 communes, le PPACI n'a pas eu plus de 4 communes en Côte d'Ivoire. Ce qui montre clairement un problème de représentativité au niveau national. Donc, nous au RHDP, nous ne sommes pas surpris qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir 1% dans plus de 17 mais justement, une fois de plus, ce n'est pas tant qu'il n'a pas eu de parrainage, c'est que ces parrainages ont été déclarés invalides dans le cadre d'une procédure opaque et non discursive. C'est-à-dire qu'on est obligé de croire ceux qui ont dépouillé les parrainages et qui disent qu'il y a de faux numéros d'actes de carte d'identité, des faux numéros de carte d'électeur. Toutes ces choses-là, on est obligé de les croire parce que cela ne fait pas l'objet d'un dépouillement, de quelque chose qui ressemble à la méthodologie transparente de l'élection. Mais j'aimerais qu'on donne... Comment c'est votre avis? C'est votre avis parce que la méthodologie transparente est inscrite au sein du code électoral. Il y a un processus qui est là, qui a été adopté par l'ensemble des partis politiques
dans le cadre du code électoral et c'est ce processus qui a été scrupuleusement respecté et ce code électoral a été adopté par l'ensemble des partis qui étaient vraiment représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc la procédure, les suspicions peuvent être légitimes selon vous, mais on ne peut pas en termes d'analyse, avoir des suspicions parce que tel ou tel n'est pas retenu. Non, pas du tout. Il y a un processus qui a été donné, qui est clairement défini dans le code électoral. La CEI a reçu les différents partis politiques qui sont venus, la CEI leur a expliqué le process. Les différents partis politiques ont eu les tablettes. Ils avaient n'ont pas marché, les tablettes n'ont pas marché. Bon, là, pour les tablettes qui n'ont pas marché, ce sont des problèmes peut-être techniques. Ce que je peux vous dire, les tablettes qui n'ont pas marché, ils avaient la possibilité de relever. Tous ceux qui ont relevé les tablettes, qui ont parlé des tablettes qui n'ont pas marché, ceux qui ont soulevé la question des tablettes qui n'ont pas marché, n'ont pas dit ouvertement que les tablettes n'ont pas marché. Ce que j'ai compris, c'est lorsque les uns et les autres ont eu l'occasion ont constaté que leur candidature, les différentes candidatures ont été rejetées, c'est en ce moment qu'on cherche des arguments. Sinon, au-delà des tablettes, on avait la possibilité d'avoir une autre méthode de recueil. Si moi je suis candidat, monsieur le sénateur, si je suis candidat, comment je peux savoir qu'un électeur malicieux du camp adverse ne vient pas se déclarer parrain pour moi pour me piéger? Comment? Écoutez, le parrainage, comme toute élection, on met tout le monde sur la même base d'égalité. La même question qu'il faut se poser, nous, au RHDP, comment est-ce que nous faisons pour savoir? Est-ce que nous avons des éléments pour déterminer celui qui vient nous piéger ou celui qui ne vient pas nous piéger? C'est une base égalitaire qui était là pour tous les candidats. Pour les candidats, oui, c'était là pour tous les candidats. C'est-à-dire que le RHDP aurait pu être victime de la même situation également. Quand on est au pouvoir, on a quand même des moyens supplémentaires pour savoir toutes ces choses-là. Mais bon, et puis surtout, étant donné que c'est une procédure qui n'est pas transparente, le Conseil constitutionnel peut également épargner certains qui ont des doublons, puisqu'il ne cite même pas le nombre de... Bref, on ne va pas continuer dans cette discussion, il faut avancer. Et j'aimerais parler à M. Soumaïla Bredhoumi. M. Bredhoumi, qui est le porte-parole du PDCI, vous avez écouté monsieur le sénateur Diaby du RHDP. En gros, si on s'en tient à ce qu'il dit, les candidats Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. La procédure était plutôt honnête. Merci beaucoup et je remercie cette occasion qui nous est donnée. Je pense que concernant la proclamation de la liste électorale, notre président du parti a fait une déclaration que vous avez, que tout le monde a, par rapport à ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas la première fois que nous dénonçons la non-application de la loi telle qu'elle devait se faire. J'ai écouté bien le porte-parole du RDR et qui parle des billons. Je le remercie chaque fois qu'il parle des billons. Nous, ce n'est pas notre problème. Et cela montre effectivement leur choix préalable qui est M. Billon. Maintenant qu'il est retenu, je pense qu'ils peuvent en faire un candidat suppléant de leurs candidats qui l'ont. En tout cas, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que le juge constitutionnel, c'est-à-dire que le juge suprême, il a deux rôles essentiels que nous devons, plusieurs rôles, dont deux essentiels. Le premier, c'est de veiller à ce que les lois qui se prennent, qui sont en dessous de la loi suprême, sont conformes à la Constitution. Et nous avons toujours dénoncé certains articles de la loi électorale qui ne sont pas conformes à la Constitution. Je parle de l'article qui donne justement les problèmes de parrainage. Nous l'avons vécu en 2020. Mais nous avons toujours contesté lors du dialogue pour que ce parrainage était un frein après l'avoir appliqué en 2020. Donc, il fallait la rendre conforme aux règles fondamentales d'éligibilité de la Constitution. La deuxième chose, les juges constitutionnels disent qu'il faut se référer à la loi organique qui concerne la loi électorale. Mais cette loi-là dit, en son article 6,
qu'il faut faire la révision électorale chaque année. Les juges constitutionnels doivent dire le fait de n'avoir pas appliqué cet article de la loi est un préjudice pour certaines personnes et certains citoyens. Donc, ils doivent se rendre compte que cette loi n'a pas été appliquée. Par ailleurs, l'article 56 du Code électoral impose que la proclamation des résultats des candidats soit faite 45 jours avant l'élection. Cela veut dire alors que la Constitution dit c'est 15 jours. Il y a donc 30 jours de différence qui auraient pu permettre de faire la révision de la liste électorale. Ce sont des points sur lesquels les juges constitutionnels doivent voir la conformité de ces lois à cela. C'est de ça que nous on parle. Donc, on prend un article, quand ça arrange, on l'applique. Quand l'autre article n'arrange pas, on sait. Oui ou non, la loi électorale dit qu'il faut faire la révision électorale chaque année. On l'a pas. Donc, nous, c'est pour un problème de loi. C'est pourquoi le président a dit on est en train de mettre la Côte d'Ivoire dans une impasse où les lois sont appliquées selon la tête du client. Donc, voilà, nous, notre problème fondamental. En ce qui concerne les problèmes liés au parrainage, vous savez que la CEI a toujours dit que pour éviter un certain nombre de problèmes, on fait les tablettes. On l'a vu dans les élections. Moi, j'ai été élu au suffrage de ma circonscription. Ce n'est pas les grands électeurs qui m'ont élu. On ne m'a pas choisi aussi parmi les tiers du président de la République. Donc, je sais qu'il y a eu des problèmes pour lesquels nous avons fait relever. Une petite pique au Sénat. S'il vous plaît. Une petite pique adressée aux sénateurs nommés. Ah, des sénateurs qui sont nommés. Hein. Il y a 30% qui sont nommés. Donc, continuons, monsieur donc moi, je pense que nous avons toujours dit et nous avons remis à la CEI les contraintes liées au parrainage et à d'autres problèmes. Et nous avons dit aussi que les tablettes ne marchent pas. On nous a dit que c'est les tablettes qui permettent de vérifier les doublons et d'autres problèmes. Mais à partir du moment où les tablettes ne marchent pas, que le citoyen qui veut être candidat fait, on dit il faut utiliser les fiches, qui fait, il n'est plus responsable, du moins il ne voit pas comment lui, il peut savoir s'il y a un doublon ou non. Donc c'était de l'injustice que les gens font. On doit mettre tous les citoyens au même pied d'égalité. Donc nous pensons que la loi électorale et la Constitution doivent être en conformité et nous pensons aussi qu'on doit mettre les Ivoiriens au même pied d'égalité face à la loi. Merci. Aujourd'hui, nous avons constaté, parmi les candidats qui ont été choisis, que, en réalité, pour être honnête, aucun d'eux n'est capable de faire face véritablement au pouvoir RDR qui est en place. J'ai vu que certains candidats, comme on l'a dit, quand il a déclaré la candidature, certains sont manifestés. Madame Guéguive Babo aussi a manifesté. Je l'encourage, je suis heureux aussi pour elle. Mais je note que ensemble, nous avons dit que les conditions actuelles ne permettaient pas de faire des élections justes et transparentes. Je note ça. Maintenant, moi, je n'ai pas vu d'évolution notable de cela. Mais le choix a été fait. Et nous, ce qui nous intéresse sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont-ils accepter d'aller de l'avant avec une situation d'injustice et qui peut se répéter? Ça a eu le choix. Les Ivoiriens vont-ils se mettre face à une situation d'un pays endetté, un pays où la pauvreté tarde à descendre, un pays où la corruption est véritablement la règle, avec près de 2000 milliards par an, un pays où pour donner de l'ampleur au PIB, on intègre maintenant la prostitution et le trafic de drogue. Voilà le pays, voilà ce que nous voulons changer. Et nous pensons que le président l'a dit, la lutte continue. Nous ne sommes pas un parti de violence, mais nous allons lutter démocratiquement pour que, tôt ou tard. Et je note, pour vous dire ce, que pour nous, le combat politique n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est un combat à durée indéterminée. Quand on est au pouvoir, on ne se bat pour s'y maintenir. Et quand on est en l'opposition, on se bat pour venir au pouvoir. Et quand on y sera, on se battra pour y maintenir. C'est un combat à durée indéterminée. Et nous continuons le combat. Merci. On va évoquer justement les manières dont vous allez continuer ce combat. Mais je voudrais donner la parole donc à Maître Zokou Seri, qui est un avocat, qui est un militant historique de la gauche ivoirienne, qui a son point de vue également sur la situation et les perspectives. Bonjour Maître Zokou Seri. Bonjour M. Kouamouo et bonjour à tous les intervenants.
Alors, quel regard vous avez porté sur la séquence politique d'hier? Un regard d'abord juridique, puisque c'est une institution juridique qui se prononçait sur les candidatures. Et bien entendu, les résultats ne peuvent pas me satisfaire en tant qu'homme de droit. À travers le rejet d'un certain nombre de candidatures et par rapport aux motifs invoqués par le Conseil constitutionnel, je dois marquer un désaccord assez net. D'abord, d'une façon générale, le processus a été bien décrit ici tout à l'heure et me paraît biaisé dès le départ en ce qu'il ne permet pas aux déposants des parrainages de pouvoir en confronter la régularité avec les juristes du Conseil constitutionnel qui sont chargés d'apprécier leur régularité. Donc, il y a une absence de réciprocité, une absence d'égalité à ce niveau-là qui laisse planer effectivement tous les doutes sur la régularité des opérations qui ont pu être menées, quel que soit le niveau de confiance qu'on peut avoir en le Conseil constitutionnel. Il n'est pas nul n'est sans ignorer que suivant les régimes, le Conseil constitutionnel est présenté comme étant plus ou moins proche de ceux qui sont au pouvoir. Et ce fut même l'un des débats en 2010. Nous y reviendrons peut-être. C'est pour donc dire que ce flou-là, cette absence de mécanisme de vérification contradictoire fausse déjà les choses. Et de façon concrète, lorsqu'on prend le cas de quelqu'un comme Assalé Timoko, on voit que effectivement, il s'estime spolié de 11 345 parrains, parce qu'on a annoncé un chiffre global qui ne prend pas en compte le vrai chiffre que lui, il a déposé. Donc, vous voyez, ce sont des difficultés. L'autre difficulté, et où je pense que le Conseil constitutionnel a erré en droit, comme nous aimons bien employer cette expression, c'est lorsque le Conseil constitutionnel s'octroie le droit de présumer que les parties, disons, les personnes qui ont été déboutées quelque part ne peuvent pas avoir, dans les 48 heures qui leur sont normalement dévolues pour réparer la situation, ne pouvaient pas réparer celle-ci. Ignorant même que certains candidats, pour avoir parlé avec certains d'entre eux, avaient en réserve justement des parrains qu'ils étaient prêts justement à utiliser dans le cas où on en éliminerait certains. Et le Conseil constitutionnel s'est octroyé le droit de dire ils n'auront pas le droit et le temps d'examiner les défauts qu'il y a sur leur demande et de rectifier celle-ci. Mais ça, ce n'est pas du droit. Ils n'ont pas autorité pour le dire. Ils auraient dû donner, faire l'avertissement aux personnes concernées et leur laisser au moins ce délai-là, qui, au demeurant d'ailleurs, est très court, est trop court pour pouvoir permettre aux gens de rebondir. Donc ça, c'est un biais également qui se fait en défaveur des candidats. Et puis, avec ça, qui peut quand même croire légitimement, puisque nous n'avons pas les explications, et peut-être que nous les aurons au niveau du PPACI, qu'un parti comme celui-là, avec à sa tête un leader de la trempe du président Laurent Gbagbo, serait en peine de réunir les parrainages requis ou serait dans l'incapacité de vérifier les éventuels doublons et les éventuels faux parrainages. Donc, on n'a pas beaucoup entendu jusqu'ici le PPACI à ce sujet. Peut-être qu'il en parlera. Oui. Au moment où nous tournons, le PPACI est en réunion. Et justement, oui. La réunion, oui. Dokusseri ? Oui. Voilà. Donc, et un dernier point, peut-être d'un point de vue juridique, c'est la question de l'annulation des doubles parrainages. En fait, généralement, ils ont donné deux motifs, soit des numéros de carte d'identité qui ne sont pas réguliers de la part de certains parrainages, ou parrains du moins, et puis ils ont donné également comme autre motif les doublons. Donc, on a deux motifs différents. Mais en fait, si vous regardez, parce que c'est un texte très clair
qui établit la règle en la matière, c'est l'article 54 de cette ordonnance qui porte sur le code électoral. Il y a un vide quelque part qui permet de profiter, au Conseil constitutionnel de profiter un peu de la situation. Parce qu'on va vous dire que si un candidat a des doublons, eh bien, normalement, il a le droit de les remplacer. D'accord? Par contre, s'il y a d'autres anomalies, telles que notamment la question des parrainages, notamment des cartes d'identité, par exemple, eh bien, on dira, comme ce n'est pas un doublon, vous ne pouvez pas les remplacer. Donc, vous privez, en fait, de jure et de facto, la personne de pouvoir combler, dans tous les cas, en réalité, le déficit que le Conseil constitutionnel, encore une fois, unilatéralement, se donne le droit d'indiquer. Voici pour les éléments juridiques que je puis donner. En ce qui concerne l'appréciation du citoyen et de la personne engagée pour une justice et des élections équitables, bien entendu, je trouve absolument déplorable que la candidature du président Laurent Gbagbo ait été mise à l'écart. C'est le parcours qui a conduit à cette décision ne me paraît pas exempt de reproches au niveau juridique, puisque la condamnation qui est à l'origine de son absence des listes est une condamnation qui, je l'ai déjà dit, n'est pas régulière. Voilà, elle a été faite au moment où on sortait de la CPI et on a trouvé le moyen de donner des peines dans le cadre de ce que j'ai appelé un lawfare. Cet argument a déjà été évoqué à plusieurs reprises. J'imagine que les autres éliminés ont également des griefs juridiquement acceptables quant à leur élimination. M. Tidiane Thiam peut faire valoir également une illégalité à cet égard de la procédure à son encontre, etc. Bon, donc, je rappelais ces éléments-là pour dire que, sur le fond, je suis quand même très déçu que ça se soit passé comme ça. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau, d'autant que les ressources en termes de recours juridiques sont assez limitées puisque la décision est rendue à l'égard de tous, donc à l'égard omnes, elle se pose normalement à tous, que ce soit dans l'ordre juridique interne comme externe, parce qu'il s'agit de la Constitution et donc du Conseil constitutionnel. Il reste de très minces espoirs de ce point de vue. D'un point de vue international, on aurait pu à nouveau repartir vers le Comité des droits de l'homme de l'ONU avec l'invocation du pacte civil de New York de 1966. En Afrique, la Côte d'Ivoire a retiré l'assentiment qu'elle avait donné pour des procédures directes en vertu de l'article 34, sixièmement de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, aucun citoyen ne peut saisir dorénavant, ivoirien ne peut saisir directement la Cour et ni des ONG habilitées pour ce ne peuvent saisir non plus la Cour africaine des droits de l'homme qui avait rendu une très bonne décision. Justement, Maître Zokousseri, la messe est dite d'une certaine manière. Comment avancer dans cette situation? Ce sera l'objet de notre tour de table qui vient. Tidiane Thiam, Norbert, a annoncé que la lutte se poursuivait. Le PPACI est en train de statuer là-dessus. Finalement, quelles sont les ressources des recalés pour sortir de la nasse politique dans laquelle ils se trouvent, à ton avis? Alors là, c'est vraiment très vaste comme possibilité. Moi, je vois trois possibilités. Boycotter, le boycott actif. Le boycott actif, c'est ce qu'on a connu en 1995 et c'est même un peu ce qu'on a connu en 2020. Les deux n'ayant pas empêché l'élection de Bédié ou de Ouattara. Le boycott passif, ce qu'on a connu en 2015. Il y a également le fait de soutenir un des candidats qui a eu les grâces du Conseil constitutionnel. Je ne vois pas de quatrième voie. La quatrième voie est extra-politique. Toute quatrième voie serait extra-politique et laissée à l'appréciation d'acteurs qui ne sont pas des acteurs politiques. Alors, mais c'en est une aussi. Je ne sais pas. Je n'imagine pas qu'on sorte à ce point des clous de la démocratie, mais ça n'est pas impossible. On l'a déjà vu dans le passé en Afrique. Donc, pourquoi l'écarter?
Sur en le 2000 papier. également, il y avait eu des larges éliminations de candidats à la présidentielle et il y avait une alternance à la suite. On parlait de recours judiciaire. Là, il vient d'y avoir une décision de justice, celle du Conseil constitutionnel. Bon, elle n'est pas susceptible de recours devant les juridictions ivoiriennes, mais cette décision qui date d'hier peut elle-même être susceptible de recours devant des institutions internationales. Mais non, Maître Kosseri vient de dire qu'elles ne sont pas susceptibles de recours, y compris devant les juridictions internationales, les du Conseil constitutionnel. S'il le dit... Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut changer les décisions du Conseil constitutionnel. Mais il y a des juridictions internationales en Afrique et aux Nations Unies. Mais elles ne peuvent pas contraindre le Conseil constitutionnel. Bien sûr que non. Mais bon, c'est une possibilité aussi pour faire valoir que ces décisions ne sont pas conformes aux textes internationaux. Ça peut aussi. Donc c'est une autre possibilité. Ça peut le faire après le scrutin. C'est-à-dire après le scrutin, les institutions internationales peuvent dire, au fond, la Côte d'Ivoire n'a pas respecté tel ou tel. Mais ce serait déjà... comment dire, ce serait médecin après la mort, comme on dit à Abidjan. Alors oui, peut-être. N'empêche que finalement, la voie, elle est étroite. C'est ce que très étroite. Bien sûr, la piste est dégagée là pour Alassane Ouattara, qui a en face de lui des adversaires dans les urnes qui ne risquent pas de le mettre en danger. On est bien d'accord. Mais on disait aussi en 2000 que la piste était pavée pour Robert Gueye. Les textes sont encore là. Et il y a une surprise. La surprise, ça a été la rue. Et donc c'était d'abord l'élection dans les urnes de Laurent Gbagbo et la confirmation par la rue. Et la confirmation par la rue. Donc oui, il y a ces possibilités. Et puis peut-être d'autres qui échappent à mon imagination, mais les politiciens ivoiriens ont l'esprit très fécond. Et nos yeux sont tournés vers à la fait, on a commencé à évoquer la question du « et après ». Oui, et après, vous savez, je reviens sur Simone Gbagbo, je crois, lorsqu'elle était... Mais en fait, à la fait, Awakili, vous êtes obsédé par Simone Gbagbo. C'est votre candidate ? Obsédé par le nom Gbagbo. Je suis obsédé par elle comme elle est obsédée par le nom Gbagbo. Chacun a son obsession. Oui, voilà. N'est-ce pas ? Je disais qu'elle a dit, à l'époque où elle sortait de prison, qu'il y a la vision. Laurent Gbagbo incarne une vision. Mais Laurent Gbagbo n'est pas la vision. Elle a dû reculer après. Je reviens à ça. Le problème, au Sénégal, on a dit le projet. Le projet. Sonko, Moi, Diomaye. Diomaye, Moi, Sonko. Le projet. Il y a un projet, il y a une vision. Est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a une vision, ou bien il s'agit d'agir pour le président Thiam, ou bien il s'agit d'agir uniquement pour le président Gbagbo? Les mauvaises langues te diront que ça c'est un argument RHDP, parce qu'au RHDP, beaucoup de gens se trouvent désormais fans de Billon, de Simone et Yvé ou de... Les mauvaises langues peuvent être aussi... Les mauvaises langues peuvent aussi, c'est un argument PPACI de dire que la vision n'est rien, le projet n'est rien, et chacun peut avoir une mauvaise langue. Absolument. Voilà, donc la mauvaise langue peut être partout. Dans notamment le refus de réfléchir sur des réalités. Maintenant, vous avez dit, il y a ces options-là d'ailleurs. Est-ce que dans vos 3 options, justement, ça est dedans? Vous-même, vous avez parlé de 3 options. Je suis en train de développer l'une de vos 3 options. Vous mettez ça sous le compte des mauvaises langues. Pourquoi ça ne pourrait pas venir de vous? Pourquoi la mauvaise langue ne pourrait pas venir de vous? Parmi ces 3 options. Peut-être. Oui, vous aussi, vous êtes mauvaise langue, donc. Puisque vous avez évoqué la vision, le projet parmi les 3 options. Donc, des hypochondriaques écrivants. Donc, il y a cela. Mauvaise langue, peut-être aussi. Il faut savoir de quoi il s'agit. S'agit-il de faire en sorte qu'il n'y ait pas de 4e mandat, que Ouattara ne soit plus président à partir du 25 octobre, ou bien s'agissait-il de faire en sorte que forcément X devienne président? Donc, il est important de savoir quel est l'objectif, quel est le projet, quelle est la vision. À partir de cet instant, on verra. Pour le reste, je suis d'accord, hein, il y a des choses à parfaire dans le processus électoral. Moi, je suis partisan. Moi, je suis partisan, pas uniquement le parrainage. Vous savez, depuis 90, les choses ont changé. Hein.
à quelques semaines de l'élection, le président Houphouët-Boigny est venu avec la caution. On disait que le président Gbagbo ne pouvait pas réunir 20 millions. On a mis 20 millions, il s'est débrouillé. Il est sorti d'Ando, il a eu les 20 millions. Voilà. C'était une loi électorale, une loi express, votée par un parlement aux ordres. Aux ordres. Bon, un parlement de l'époque, je ne dirais pas aux ordres. Ouais, bah, respecter les institutions. PDCI, et quoi. le président Gbagbo s'y est plié. Depuis lors, l'habitude est restée. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu quelques ajouts comme le parrainage. Mais il ne faut pas oublier que le code électoral actuel, il est jumeau de la Constitution. Il a été voté par référendum en l'an 2000, le code électoral. Il a été modifié quand même, il a été modifié. Il a eu des ajouts, mais la des base, le seul ajout qu'il y a aujourd'hui, c'est le parrainage. C'est beaucoup. Et puis la caution qui est passée de 20 millions à 50 millions. Mais pour le reste, pour beaucoup d'autres points, c'est des dispositions qui datent de 2000 et qui ont été validées par le peuple au même moment que la Constitution. Et à l'époque, je me souviens, 2000. On a 25 ans en 2000. À l'époque, ça a été fait pourquoi? Pour montrer que ce code électoral devait être respecté, considéré de la même manière que la Constitution qui était en train d'être votée, pour faire oublier les lois électorales votées exprès, de façon expresse, par le président Houphouët-Boigny et ensuite par le président Bédié à la veille des élections. C'est alors que les constituants de l'époque ont sollicité le peuple pour valider le code électoral. Donc ça, c'est un élément important à rappeler. Mais à la fin, il est aussi important de dire que les ajouts, notamment les ajouts qui éliminent aujourd'hui les candidats, n'ont pas été validés par le peuple. Je parle de la base, on est d'accord. Donc la caution aussi était intervenue d'abord avant, mais elle a voulu servir à éliminer, elle n'a pas éliminé. Il y a cela. Sinon, moi, je suis partisan d'une plus grande transparence. On fait du PowerPoint. Oui, la présidente du Conseil constitutionnel vient avec des techniciens, tout, et quand elle donne les parrainages, on met sur un écran, puisqu'il y a des gens, c'est solennel, c'est public, il y a des personnes dans la salle, et elle montre les tableaux. Comme à Saleh Tchemoko, le candidat Saleh Tchemoko a présenté un tableau, on montre les doublons. Bon, après, quand on fait ça, on est très transparent. On va découvrir qui a été le doublon d'Assaleh Tchemoko, qui a été le même doublon qui est allé là-bas. Si on est prêt pour cette transparence, votons les lois, actualisons les lois et allons-y. Et lorsqu'elle donne sa proclamation, on est là, il y a le PowerPoint qui est là, il y a un technicien qui est là, et puis on donne, on veut de la transparence, allons-y. On n'arrive même pas à faire marcher les tablettes. On donne un, mais allons-y. D'abord, votons cela. Quand on va voter cela, on va améliorer le dispositif. D'abord, les tablettes, pour moi, c'est barbare. C'était bien, mais on peut, à partir d'un dispositif électronique, aujourd'hui, on fait presque tout sur son portable. Qu'est-ce que la CIA a donné des tablettes aux gens? Mais le jour qu'on a eu 60 candidats, mais imaginez le jour qu'on a 200 candidats à la candidature. 100 tablettes par candidature, ça fait 20 000 tablettes. Ouais, on paye tout ça pourquoi? Pour des gens qui ne peuvent même pas après payer une caution. Il faut un filtre. Sinon, à partir de son portable, à partir d'un ordinateur, il doit être possible de poser. Aujourd'hui, on fait presque tout sur son portable. Un passeport, une carte d'identité, un certificat ou quoi? Donner un parrainage, on ne peut pas le faire de son portable. À la fin, on va continuer à avancer. Donc, il y a des réformes à faire, je suis d'accord. Et il faut s'assurer que tout le monde est prêt pour la transparence de façon absolue. Et en ce moment, quand on va vérifier, on saura qui a fait les doublons. On saura effectivement qui a mis le numéro d'une carte d'électeur et, à défaut d'avoir la carte d'identité du parrain, vrai ou faux, sont allés fabriquer une carte d'identité qui n'a pas un numéro dans les fichiers. Et si ce n'est pas le cas, si le Conseil constitutionnel est en train de mentir en direct, on aura la possibilité de vérifier. Moi, je suis d'accord pour des réformes. Alors, justement, je pense qu'on ne va pas donner beaucoup de temps de parole à Vassili Kidiaby parce que le « et après », finalement, ne s'adresse pas au RHDP. Le RHDP est très content, il va aller aux élections. J'imagine que vous êtes satisfait de la manière dont les choses sont en train de se passer, M. Diaby. Écoutez, nous serons satisfaits au soir du 25 octobre par notamment le score. Ce que je voulais souligner déjà sur... Pardonnez? Ici, les résultats tombent au soir du 25 octobre, parce qu'en Côte d'Ivoire, les résultats tombent rarement le soir même. D'accord, mais de toute façon, nous serons satisfaits au regard du résultat qu'on aura produit.
ce que je voulais signifier, tout à l'heure, M. Alafé a soulevé la question, notamment en prenant le cas du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sereins, pas parce que X ou Y n'est pas candidat, nous sommes sereins parce que le RHDP est actuellement le seul parti politique qui a un maillage national. Vous ne trouvez aujourd'hui aucune région où nous n'avons pas des sections formelles qui existent, ce qui nous évite des problèmes de tablettes, parce que ceux qui sont à coopter pour notre parrainage sont identifiés au-delà d'être des citoyens, comme le précise la loi, des citoyens lambda. Nous avons des militants qui sont déjà là et nous n'avons pas de risque de doublons, tout et tout. Ce que je voulais dire au niveau de... Zéro doublon. Excusez-moi. Je demande si le RHDP oui, zéro doublon. Il n'y a aucun doublon. Zéro doublon parce que nous avons la possibilité d'avoir plus de 50% des électeurs dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire. Nous avons des régions en Côte d'Ivoire où vraiment nous avons la possibilité de faire des résultats qui sont assez satisfaisants. Et je suis désolé, l'ensemble des lois aujourd'hui, notamment la loi électorale, que les uns et les autres, j'ai entendu tout à l'heure le porte-parole du PDCI parler des questions du code électoral. Mais lorsqu'on adoptait, ils étaient tous au Parlement, ils le sont toujours. Oui, mais on parle d'une ordonnance. Au niveau du Sénat, on avait un groupe parlementaire PDCI qui avait, je pense que le président du groupe parlementaire, c'était le DICAP actuel du président Thiam, M. Alain Kokotré, qui était au Sénat avec nous. Mais l'ensemble de ces lois-là, lorsqu'on adoptait, on les a tous adoptées ensemble et on n'a pas eu de problème en ce moment. Lorsque la loi électorale avait été adoptée, nous n'avons pas crié, nous n'avons rien dit. Aujourd'hui, on nous parle de la dette. J'ai vu qu'il était en train de parler tout à l'heure d'un pays endetté. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est, en termes d'économie, nous sommes aujourd'hui la 9e économie de tout le continent. Ce n'était pas le cas. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en 2010, la Côte d'Ivoire, on avait pratiquement en termes de PIB, nous avons triplé le PIB. Nous étions à moins de 15 000 milliards en termes de PIB. Merci beaucoup pour ces chiffres, monsieur le sénateur. Je ne veux pas entendre ça. Laissez-moi vous expliquer, parce que lorsqu'il expliquait, il a attaqué le bilan du président de la République. C'est pour ça que je parle du bilan. Sinon, je n'aurais pas parlé du bilan. Il a précisé tout à l'heure. On aura largement le temps de parler des bilans pendant la campagne. On aura largement, on va vous inviter pour parler du bilan. Pendant la campagne, vous aurez largement le temps de parler du bilan du président Ouattara. Je voudrais justement me retourner vers M. Bredoumi, pas pour contredire M. Diaby, mais pour évoquer l'après, le chemin ou les chemins étroits qui vont être empruntés par le PDCI. J'imagine que vous êtes encore en discussion à ce sujet, mais est-ce qu'on peut avoir comme scoop que vous allez appeler au boycott de l'élection, ou est-ce que vous allez vous insérer d'une manière ou d'une autre dans le processus électoral, M. Bredoumi? Le président du parti a été clair, nous n'allons pas abandonner. Et avant de terminer ma dernière la première intervention, j'ai dit que le combat politique n'est pas un combat à durée déterminée. C'est un combat à durée indéterminée. Quand on est au pouvoir, on se bat pour y se maintenir légalement, conformément aux lois, même s'il faut une alternance entre vous. Nous aussi, dans l'opposition, nous nous battons pour venir au pouvoir. Et quand nous serons au pouvoir, nous allons nous battre pour nous y maintenir conformément aux règles. Donc, nous avons une stratégie. Vous comprenez que je ne vais pas venir ici, à travers cette vidéoconférence, vous dire voilà ce qu'on va faire. Mais nous avons vos militants se posent des questions. Mais nos militants, pour s'adresser à nos militants, nous avons d'autres canaux pour s'adresser à nos militants. Vous savez, nous avons appris beaucoup de leçons qui font que même quand nous nous réunissons, je vais vous donner un exemple, nous étions réunis dans la salle B de notre parti et il y a quelqu'un qui est venu avec une carte du PDCI. Après, on a vu que c'était un gars des renseignements généraux, il avait un pistolet sur lui. Nous l'avons remis. Donc, nous sommes très prudents maintenant de sortir nos choses au moment où il ne faut pas le sortir. Nous sommes avec vous. Ce que vous allez dire, c'est que
Je donne toujours l'exemple du match Côte d'Ivoire-Mali à la dernière CAN, où tout le monde s'était même commencé même à sortir du terrain quand on a égalisé à la 89e minute. Donc, pour nous, chaque chance, chaque élément de chance, pour nous, est à prendre au sérieux. Nous allons utiliser tous les moyens pour avancer. Rien n'est encore perdu. Tout est possible dans la vie. Et nous pensons est-ce que le dialogue se poursuit avec les autres forces politiques, avec le PPACI, mais également avec les opposants qui ont été retenus? Nous avons toujours inscrit le dialogue, même au niveau national. Donc nous estimons que la sagesse va habiter les uns et les autres pour que nous ayons le dialogue. Vous vous rappelez bien, avant 2010, mais tout avait été bouclé. Mais après, on est allé au dialogue. Et nous sommes en train de penser que le dialogue n'est pas, n'a encore de la chance pour y être. Ça, nous espérons. Et nous pensons que ceux qui sont retenus, et comme on le voit dans le constat, nous avons l'impression qu'on veut faire en sorte qu'on ait un parti unique de fait, ou un parti dominant qui a que des satellites autour, et donc on sait déjà le score est préétabli, et des gens vont se partager le reste que le RHDP va donner pour se donner une union qu'on est très majoritaire. Et des gens disent que toutes les élections ont été gagnées. Quand le président Macron venait au pouvoir, il n'avait aucun élu. Il n'avait même pas de parti politique. L'ANC était un grand parti, puisque nous faisons à l'ANC, mais aux dernières élections, l'ANC a perdu une bonne partie, bien qu'elle ait eu des choses. Donc, aujourd'hui, il y a une érosion de la popularité du RDR. Et cette érosion-là, pour la cacher, on choisit ces candidats pour y aller. Et nous allons toujours prôner le dialogue. Nous allons user des moyens que la Constitution nous donne, justement, on parle du Conseil constitutionnel, pour nous demander qu'à un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour aller aux élections et au dialogue. Monsieur Brédoumi, vous dites que les candidats qui ont été choisis... Nous espérons qu'on fera le dialogue, même avant les présidentielles. Vous dites que les candidats qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel sont faibles, mais il ne tient qu'à vous de les renforcer. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure que le RDA avait choisi des candidats. Ils refutaient, mais vous-même vous l'avez dit. Vous dites qu'ils sont faibles, mais il ne tient qu'à vous, parti dominant, de vous mettre derrière eux dans le cadre d'accords qui vous permettraient de sortir dans le dos, comme dirait Blé Goudé. Nous n'allons pas mettre nos stratégies. Les partis dominants que nous sommes, si vous reconnaissez, tant mieux, et des candidats, comment on appelle, plan B, qui font, comment on appelle, sont applaudis par le parti au pouvoir alors que c'est leur candidat. Moi, je préfère qu'ils en fassent carrément leur suppléant. Et nous réfléchissons à d'autres alternatives. Voilà. Par exemple, en 2000, le PDCI n'avait pas de candidat, mais les militants du PDCI, de nombreux d'entre eux ont voté Laurent Gbagbo, ce qui a permis de sortir de la transition militaire qui avait fait mal au PDCI. Oui, vous serez étonné, moi en 2000, j'étais déjà mature en parti politique. Je sais ce qu'on a dit. Le PDCI n'a jamais dit qu'il fallait voter Gbagbo ou non, mais le PDCI a su comment le faire. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous sommes un parti où nous avons pensé que maintenant, nos stratégies, nous devons le faire. Attendez, vous verrez. Ok, alors je poursuis avec Maître Zokousseri, avocat, militant historique de gauche, qui n'est pas tout à fait, qui a sa liberté, qui a été l'avocat de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale, qui est avocat dans de nombreux dossiers en Afrique et en Europe, qui a été militant étudiant lors des années de Braise et qui aujourd'hui est un citoyen averti. Et après, quel est le et après qui peut finalement remettre en selle l'opposition? Est-ce qu'il faut boycotter pour se compter comme en 2015 ou bien se battre comme en 2020 ou alors se saisir des opportunités laissées par le Conseil constitutionnel et étonner le RHDP? Oui. Alors, merci beaucoup. Très rapidement, je pars du principe qu'effectivement, je comprends que les militants et sympathisants des candidats qui ont été déboutés veuillent se battre jusqu'au bout. Et comme je disais, malheureusement, et c'est un petit complément à ma précédente intervention, c'est un peu, on va passer par le chat de l'aiguille pour tenter juridiquement de faire quelque chose. Il n'y a que deux autres petites possibilités, soit de saisir la Cour de justice de la CEDEAO,
ou bien saisir la Commission africaine des droits de l'homme qui, elle, peut à ce moment, vu la gravité de la situation, saisir la Cour africaine des droits de l'homme, vu qu'on ne peut pas la saisir directement quand on est ivoirien. Donc, c'était la petite précision que je voulais apporter d'un point de vue juridique. Donc, on voit quand même que c'est très ténu. Par conséquent, il reste les autres possibilités, celle du boycott, position que, en son temps, j'avais soutenue en 2015, durant l'absence notamment de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé du terrain, parce qu'il y avait un contexte qui poussait à ne pas cautionner ce qui se faisait. Cependant, on constate qu'en 2020, il y a eu une participation de ces différentes forces à l'élection. On constate également, aux différentes élections, on constate également que, en dépit des critiques qui ont été formulées contre les listes et des demandes tout à fait légitimes d'audit de la liste électorale et de revérification de celle-ci, ce à quoi je souscris totalement, eh bien, malgré cela, l'ensemble des candidats a déposé des demandes. Donc, ça veut donc dire que si l'un d'entre eux, de ceux qui ne sont pas choisis, avait été choisi par le Conseil constitutionnel, il serait allé à l'élection avec, en l'état, la situation actuelle. Cela me permet donc de relativiser l'argument de ceux qui diraient que la liste, la RLE n'a pas été faite. Effectivement, elle aurait dû être faite. Et donc, comment on peut aller à cette élection? Mais si les candidats en question avaient été retenus, ne seraient-ils pas allés à l'élection? Je pense que certainement, ils y seraient allés en s'organisant justement pour la gagner. Parce qu'on prête au RHDP ou RDR un pouvoir absolu et au président Alassane Ouattara le pouvoir d'un Deus ex machina, c'est-à-dire il n'y a rien à faire, il ne faut rien tenter. Or, nous avons deux candidats de poids de l'opposition quand même. Nous avons Mme Simone Gbagbo avec l'expérience et la légitimité historique qui est la sienne. Nous avons M. Awad Dombelo, dont je ne cache pas ma proximité pour avoir milité à ses côtés dans l'aile qu'il représentait en son temps quand je militais, et qui est connu pour être un candidat extrêmement brillant avec des capacités à la fois intellectuelles, politiques et techniques qui en font un homme en mesure de diriger la République de Côte d'Ivoire. Par conséquent, si le but est de dire qu'on ne veut pas de quatrième mandat de M. Alassane Ouattara, est-ce que la finalité n'est pas donc de chercher la solution visant à permettre à cette hypothèse de se réaliser? Et dans l'histoire, effectivement, il y a eu des exemples qui ont été donnés par mon ami et frère Alafé avec le Sénégal, mais dans le même Sénégal, il y a eu Macky Sall qui s'est retrouvé contre Abdoulaye Wade avec le soutien des forces les plus extrêmes de l'échiquier. Donc, vous avez eu des gens comme Ahmad Dansoko, qui était communiste, vous avez eu les socialistes, le parti historique socialiste sénégalais, qui se sont tous alliés parce qu'ils estimaient que la situation n'était plus tenable et qu'ils n'acceptaient pas justement le troisième mandat que Wade voulait faire, et ils l'ont battu. Il y a des cas historiques qui peuvent aller dans ce sens, d'autant que il y a une question d'étude du contexte. Je ne crois pas que le contexte soit aussi rose pour être favorable comme certains le croient absolument au gouvernement en place. Et enfin, vous avez... mais écoutez, là, on parle du bilan du gouvernement, mais dans le cadre d'une campagne électorale, il y aura... celui qui est au pouvoir a généralement beaucoup de mal à convaincre parce qu'il doit défendre son bilan. Or, de ce point de vue, je pense que pour être en Côte d'Ivoire régulièrement, il y a d'assez graves difficultés et structurellement, on n'a pas vu une évolution qualitative de l'économie ivoirienne qui est restée à l'économie coloniale et post-coloniale, c'est-à-dire on attend toujours le prix des matières premières pour... combler le budget de l'État, et puis la question du surendettement, etc. Bon, ceux qui seront candidats auront tout loisir de pouvoir justement confronter le président sortant à son bilan. Et puis, une campagne, c'est aussi un homme qui va rencontrer un peuple. Vous voyez François Hollande, c'est vrai, je mets de côté le côté crédible du processus électoral en France par rapport à ce qu'on a en Afrique, mais sur la personne et la manière dont il a émergé, celui qu'on considère comme un personnage sans envergure, Fallot, lors du débat et durant ses meetings, a démontré qu'il avait l'étoffe pour être élu, et cela
à marcher. Donc, pourquoi ne pas envisager, bien entendu, au lieu du boycott qui, dans tous les cas, vous emmènera à constater que le pouvoir a gagné et se maintient, et par la suite, vous allez être emmené à le reconnaître et à entrer en dialogue avec lui, pourquoi ne pas tenter de positionner un candidat unique ou deux candidats avec une large alliance? Et je crois savoir que ce sont des choses qui sont aujourd'hui envisagées sérieusement avec la plupart des candidats qui sont en dehors de la liste. Donc, dans cette configuration-là, on aurait donc quelqu'un de très puissant, comme Dombello ou Mme Simone Gbagbo, qui aurait autour de lui ou d'elle une bonne partie du PDCI, les partisans d'Assalé, certainement ceux de Toby, ceux de Charles Blé Goudé, qui a joué un rôle très important dans l'octroi des parrainages à ces candidats-là. Simone Gbagbo, l'un ou l'autre s'effacerait. Et alors, il y aura le dialogue qu'ils auront certainement à mener avec le père de la gauche ivoirienne, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, de façon à ce qu'une décision historique permette de créer un engouement autour de ces personnes. Pourquoi ne pas l'envisager? En fait, une élection n'est jamais c'est une vision qu'on pourrait considérer comme enchantée, quand on voit qu'une des préoccupations du PPACI, c'est d'empêcher Simone et Yves Gbagbo de s'appeler Gbagbo, ce qui a l'air, ce qui est grotesque objectivement. Est-ce que, à ce niveau, comment dire, d'inimitié que l'on voit même sur les réseaux sociaux, on peut imaginer autre chose qu'une déchirure? J'ai vu les inimitiés au sein du nouveau Front populaire, par exemple, qui sont d'ailleurs quasi irrémédiables, mais qui ne les ont pas empêchés en France de s'unir en quelques jours. Et dans le cas de Diomaye et Sonko, vous avez vu Diomaye aller voir absolument, face à un militaire. Donc la question de la protection du vote, que beaucoup se posent, elle trouve sa solution dans les stratégies qui seront mises en place. La question, et en fait j'aimerais que vous parliez peu pour donner la parole aux autres, et ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il ne faut pas courageusement aujourd'hui, Zoku Seri, évoquer la question de la maturité de la classe politique ivoirienne, la maturité systémique par rapport à la classe politique du Ghana, par rapport à la classe politique du Sénégal, par rapport à la classe politique d'autres pays en Afrique et dans le monde? Est-ce que la classe politique ivoirienne est un problème de maturité politique, tout simplement, de capacité à sortir des impasses? On voit même au Bénin, finalement, Kaha, ça se passe un peu mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de qualité du personnel politique? Je ne parle pas de qualité intellectuelle, leurs qualités intellectuelles sont évidentes. Oh, écoutez, je serai très bref à cet égard. Je pense que ils ont su montrer à un moment historique, comme le doyen Brédoumi venait de le dire, on sait bien qu'il y a eu des ralliements basés sur un intérêt supérieur de la nation autour de Laurent Gbagbo, et c'est ce qui lui a permis d'élargir, par exemple, sa base électorale en 2000. Il y a eu des moments où cela a été possible, donc je ne pense pas que, comme l'a écrit Jeune Afrique, parlant d'une certaine opposition d'un autre pays. L'opposition camerounaise, la plus bête d'Afrique. Oui, où des mots très durs ont été utilisés. La deuxième plus bête? Absolument. Donc l'opposition ivoirienne n'est pas en concours au niveau de ce qu'on peut lui prêter comme immaturité ou bêtise. Mais donner la parole en dernier à l'opposant politique de ce plateau, c'est-à-dire M. Soumaïla Brédoumi. Mais entre-temps, je vais donner la parole à Robert Navarro, à la Fébi Wakili et au sénateur Vassiri Kidjabi, qui bien entendu va se réjouir, on l'imagine, du diagnostic qu'on pourrait faire sur l'opposition ivoirienne. Norbert. D'abord, je voudrais très rapidement remercier notre ami avocat qui ne m'a certes pas rajeuni avec le souvenir de ses lectures, mais ça fait toujours plaisir de voir que les connaisseurs de la vie politique ivoirienne ont de la mémoire. Si je voulais résumer ce que je viens d'entendre, et je parle notamment de l'intervention de Soumaïla Brédoumi, porte-parole du PDCI, qui parlera, donc, qui va parler. Je veux dire que si vous avez bien remarqué, il a parlé d'une œuvre de longue haleine, être dans l'opposition, la lutte
dont a parlé Tidjane Thiam dès hier soir, la lutte continue, ça veut dire, bon, il y a l'échéance du 25 octobre, et c'est normal qu'on imagine ce qui va se passer d'ici là, mais ça va bien au-delà. Oui, mais juste après le 25 octobre, il y aura les législatives. Et si on a dit qu'on ne va pas à la présidentielle parce que les listes électorales ne nous conviennent pas et il y a des pièges, on ira pour les législatives. Et à partir de ce moment, je veux dire, le PDCI, disait Laurent Donafologo, n'a pas la culture d'opposition. Beaucoup de pain sur la planche de Décrypter l'Afrique, la quotidienne, même si Décrypter l'Afrique, la quotidienne n'est pas un programme 100% ivoirien. Bien entendu, nous ne nous priverons pas de parler de la Côte d'Ivoire, qui connaît des moments à la fois importants et passionnants pour les amateurs d'information, à la FE. Bon, vous avez dit il y a 3 scénarios, mais en réalité, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Il y a le scénario normal, la vie politique continue, pour entrer dans le schéma dont le frère Serizoko a parlé. Maintenant, il y a aussi le schéma du chaos. Oui, le schéma du chaos. Non, le boycott n'est pas obligé d'être chaotique. Hein. Le boycott actif dont vous avez parlé. Il peut y avoir un boycott passif, c'est pour ça que je dis 3. Non, en fait, c'est 2. Le boycott passif, c'est 0, ça ne sert à rien. C'est un boycott inutile. Ça peut faire classer... parce que l'autre est utile. Il peut être utile. Ah bon? Ça peut conduire au chaos, tout comme ça peut ne rien donner. Le chaos, c'est l'insurrection, c'est un coup d'État, il ne faut pas avoir peur des mots. La révolution. Voilà. La révolution, l'insurrection, le désordre, le coup d'État, le changement, l'alternance, la révolution, on appelle ça comme on veut. Et c'est un chaos. Mais c'est un chaos. Oui, j'en parle pour dire c'est un chaos. Mais la révolution, c'est un chaos constructeur. Constructeur, des fois, si vous voulez. Des fois pas. Ceux qui applaudissent l'AIS, oui. Ceux qui applaudissent l'AIS, par exemple, les coups d'État. Mais justement, en parlant les coups d'État sont constructeurs, si vous voulez. Mais il y a des révolutions, comme au Sénégal, c'est aussi des révolutions qui sont constructives. Des révolutions démocratiques. Et non des chaos. Mais justement, il y a cette forme de révolution dont a parlé l'avocat Serizoko. Voyez-vous une image entre la révolution destructrice, le chaos, l'insurrection, le désordre, et cette image, Thiam, Gbagbo, Simone, Domelo, Afinguessan, Blé Goudé ensemble. On ne peut pas les voir ensemble à Abidjan, se tenant les bras. Leur haine est-elle aussi forte que ça pour que ce soit impossible et qu'il n'ait d'autres schémas, que d'autres choix que le chaos qu'on va applaudir comme une révolution créatrice. Pas forcément le chaos parce que c'est important. Non, voilà. C'est-à-dire, voici la 3e voie. Ce n'est même pas la 3e, c'est la 2e. Celle dont parle Maître Serizoko. C'est cette image qu'on veut. Le président Thiam, le président Gbagbo, Simone Gbagbo, Domelo, Afinguessan, Charles Blé Goudé, s'ils veulent, ils appellent Bion, ensemble se tenant la main pour dire « Nous ne voulons pas du président Alassane Ouattara ». Mais c'est ce qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire. En lieu et place du chaos que d'autres voudraient nous vendre. Est-ce que le pensée semblant de ne pas m'écouter, c'est être bête? C'est être un prophète du malheur ou bien c'est tomber dans le lot des mauvaises et méchantes langues. Non, mais moi, je dis non. Alafé Ouakili, tu as parlé de l'AES, mais justement, la manière dont les démocraties, entre guillemets, électorales africaines se donnent à se voir au Cameroun et en Côte d'Ivoire en cette fin 2025, est-ce que ce n'est pas un puissant appel d'air, une puissante publicité pour les aventures militaires? Vous en prendre aux démocraties électorales qu'aux opposants que vous dénoncez vous-même avec leur haine qui n'est pas... Vous avez dénoncé leur maturité. Ces opposants font partie de la démocratie électorale. Non, il faut pas... Non, c'est parce qu'ils refusent la démocratie électorale que nous avons des problèmes. Mais une démocratie électorale, ce n'est pas démocratique. Souvent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je ne crois pas. Alors, ah si. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Un bon avocat. Non, ça, d'accord. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Une démocratie électorale imparfaite vaut mieux qu'une dictature militaire, qu'un coup d'État militaire. Parce que ces pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'y échappera pas. Il y en a qui applaudissent, ils veulent à tout prix que Ouattara parte, quel que soit le schéma. Mais ce qui les attend demain, c'est l'interdiction des partis politiques, c'est des leaders politiques toujours en exil. Oui, mais c'est la même chose que dans ces pays-là. Il n'y a pas meilleur schéma. Non. Le Niger,
quelle est l'opposition qui existe? Au Burkina, vous continuez à applaudir ces pays et réclamer pour la Côte d'Ivoire des choses qui n'existent pas dans ces pays. Il ne faut pas avoir peur. Qui a dit que... Mais il est en train de parler de révolution créatrice. Non, je dis dans ces pays-là. Non, je n'ai pas dit dans ces pays, j'ai dit que la révolution peut être oui, mais il n'y a pas de révolution créatrice. Elle est destructive. La bonne révolution est la révolution sénégalaise. Théo n'a pas dit ça. La bonne révolution est la révolution sénégalaise, elle est démocratique. Il faut pousser les gens à cela. Au lieu de souhaiter un schéma du chaos, il faut souhaiter que les haines... Vous voyez, le président Thiam et le président Gbagbo, c'est peut-être deux parcours différents. Ils avaient des désaccords, des dissensions. Ils ont réussi à être ensemble. Le président Thiam et Simon Gbagbo, peut-être ils se connaissaient, mais ce n'est pas la même école, ce n'est pas la même histoire. Ils ont réussi à créer CAPSI. Mais ils peuvent faire encore plus d'efforts et avancer ensemble. Mais on n'est pas là pour donner nos souhaits. Nous, on analyse une situation. C'est une analyse que je fais. Elle a fait à cette place, lorsque nous avons commencé l'émission le 4 août dernier, Tidjane Thiam, qui était assis à ta place, quel prestige, honneur. Oui, nous a montré un sondage qui montrait que 2 Ivoiriens sur 3 ne voulaient plus ne voulait pas d'une poursuite. Le malaise, il est là. Le problème, il est là. Raison de plus. Non, 2 sur 3 qui ne veulent pas que Alassane Ouattara s'accroche au pouvoir. Ouais. La messe est dite. Mais si nous parlons on capitalise ça. Justement, alors l'émission a duré. Ça, c'est une bonne question. Un peuple est si près. Comment on fait pour lire l'entraîner et éviter le désordre? Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. On va donner la parole à Vassiriki Diaby. 2 minutes. Et on va clore avec Soumaïla Bredomi, puisque c'est l'opposition qui a été mise en cause. Il faudra bien qu'il se défende dans le mot de la fin. Monsieur Diaby, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le spectacle que la Côte d'Ivoire donne avec la forme de la démocratie, un semblant de goût de démocratie, mais qui n'est pas la démocratie, est-ce que ce n'est pas ce genre de choses qui fait que les aventures militaires sont plébiscitées dans la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest? Je ne sais pas comment vous définissez la démocratie ou comment vous définissez... Dans les démocraties que l'on connaît, les partis principaux de l'opposition ne sont pas mis en jeu. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Dans les démocraties, les grandes démocraties qu'on connaît, il n'y a pas de combat qui cesse faute de combattants. Les grands partis, personne n'imagine une élection américaine sans le Parti démocrate ou bien une élection dans d'autres pays sans les Vous avez 2 partis. Là-bas, c'est le bipartisme. Aux États-Unis, vous n'avez pas 60 candidats. En Côte d'Ivoire, il y a un tripartisme de fait. PPACI, PDCI, RHDP. Et là, les deux... Mais vous avez dit un tripartisme de fait. Oui, mais aux États-Unis, c'est un bipartisme de fait. Aux États-Unis, il y a plusieurs partis. Aux États-Unis, il y a plusieurs partis. On va revenir au sujet, je ne sais pas. Ce que je voulais vous dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons actuellement, en termes d'organisation de cette élection, je voudrais que vous puissiez comprendre que la base électorale en Côte d'Ivoire a bougé. Depuis 15 ans, ce n'est pas la même configuration électorale que nous avons en 2010 qu'en Côte d'Ivoire nous avons aujourd'hui. Comment vous le savez, puisque depuis 2010, il n'y a pas eu d'élection ouverte? Laissez-moi vous expliquer comment je le sais. Je vais vous expliquer. Je vous explique parce qu'en Côte d'Ivoire, en 2010, on avait plus de 5 700 000 électeurs. Aujourd'hui, nous avons 8 700 000 électeurs. Et les 3 millions d'électeurs qui se sont ajoutés, c'est le fruit de révision de la liste électorale, de révisions successives qui ont été boycottées par l'opposition. Par quelle magie est-ce que vous voulez que, après avoir boycotté pendant plus d'une décennie une liste électorale, vous voulez que cette liste électorale puisse se transformer? La population ivoirienne, nous avons 30 millions d'habitants, nous avons 8 700 000 électeurs et l'ensemble de ces révisions de la liste électorale a connu un boycott de l'opposition. Et aujourd'hui, la révision de 2025 a connu un boycott de la CEI. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, je vais vous expliquer, parce que tout à l'heure, vous avez dit, avant de me donner la parole, que nous allons nous réjouir. Que, évidemment, le candidat, le représentant le sénateur Diaby va se réjouir. Je vous explique pourquoi est-ce que nous avons des raisons de nous réjouir. Une élection se prépare. Et le RHDP a préparé cette élection, pas depuis 1 an, pas depuis 2 ans. Nous avons préparé
des élections successives avec un mode opératoire. Tout à l'heure, Maître parlait tout à l'heure de la protection du vote. Effectivement, la protection du vote était une question assez centrale pour les élections où le président Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, selon lui-même ses thèmes. Mais aujourd'hui, cette protection ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, n'importe quel candidat, quel que soit son poids, a la possibilité de retourner chez lui avec une copie du PV signé de tous les candidats. Dès l'instant que vous avez la possibilité de retourner avec une copie du PV de l'ensemble des bureaux de vote, mais il n'y a pas une élection plus sécurisée que cette élection. Nous avons la possibilité, contrairement à hier, d'avoir un bulletin unique. Je suis en train de vous expliquer pourquoi est-ce que l'élection sera transparente. Beaucoup plus longtemps que cela. Bref, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Terminer, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Parce que vous avez dit que nous avons l'air d'être joyeux. Je suis en train de vous dire comment est-ce que nous avons pris les dispositions pour être heureux au soir des élections du 25 octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé, en fait, le temps court. On a déjà dépassé le temps imparti à cette émission. Il faut boucler. Et donc, nous allons boucler avec Soumaïla Brédoumi, porte-parole du PDCI. 2 minutes, monsieur Brédoumi. Est-ce que nous avons l'opposition qui a la médaille d'argent en termes de bêtises politiques après l'opposition camerounaise, ou alors on est une opposition responsable qui saura dépasser ces contradictions? Merci. Nous avons toujours été une opposition responsable, le PDCI, RDA. Ça fait des années comme son de la lutte. Nous n'avons jamais dit qu'il fallait être toujours de la violence, et nous ne sommes jamais réjouis d'un coup d'État, comme certains l'ont fait. Donc, nous ne sommes pas pour la violence. Nous disons aussi que le PDCI RDA n'a jamais boycotté un processus de révision électorale. Quand on dit l'opposition, il faut bien, on n'a jamais... D'ailleurs, la dernière révision 2024, le président du PDCI RDA s'était engagé personnellement à faire le circuit, et c'est pourquoi nous avons revendiqué 2025. Et je remercie M. Alafé qui dit qu'il faut un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais c'est ce que nous avons dit. L'arrangement, ce n'est pas le dialogue. Et le procès, ce n'est pas des lois traficotées qui s'appliquent à certains articles et s'appliquent à d'autres. Donc, je le remercie d'avoir nous avoir rappelé. Donc, nous appelons au dialogue, qui était, même si c'est un mauvais arrangement, comme on l'a fait en 2010, qui aboutit à l'élection du président Alassane Ouattara. Et le PDCI RDA se réjouit que par son appui, le président Ouattara soit venu au pouvoir. Et quand on parle de coup d'État, il a parlé de coup d'État. Le PDCI RDA n'est pas dans ce chemin. On n'a jamais été dans ce chemin. Nous savons qu'un coup d'État militaire, Dieu merci que, comme on appelle, Guy Urbain n'a pas dissous les partis politiques. Quand ça vient, ça dissout les partis politiques. Aucun parti politique ne peut souhaiter qu'un militaire vienne pour se le dissoudre. Donc, on n'est pas dans ce chemin. Et nous entendons souvent les gens du parti au pouvoir ou proches du pouvoir pour dire l'opposition veut un chaos. Mais pourquoi quand on réclame un dialogue politique, c'est le chaos? Pourquoi quand on revendique de faire des marches, c'est le chaos? On n'a jamais dit ça. Et ça, c'est une accusation grave que je voulais qu'il enlève ça, parce que l'opposition ivoirienne n'a jamais dit qu'il veut faire un coup d'État ou quoi. Ça, franchement, je m'inscris en faux à cela. Je n'ai jamais venu sur un plateau de télévision ou quelque part pour dire le PDCI avait fait un coup d'État. Le PDCI a toujours revendiqué le dialogue. Et le dialogue, c'est un mauvais arrangement qui vaut mieux qu'un bon procès, qui évite des crises. Merci beaucoup. Je voulais terminer en disant à nos militants, à tous les Ivoiriens, que la vie continue. Le PDCI RDA et ses alliés continueront à se battre de manière démocratique pour que la justice soit faite. Il ne s'agit pas de créer une injustice pour dire après qu'on a gagné. Ces injustices-là, quand on gagne dans l'injustice, on n'avance pas. Je rappelle, pour terminer, qu'après la crise de 2020, moi j'ai été témoin, parce que je suis porte-parole du président Bédié par le dernier, il y a eu la rencontre avec le président Ouattara le 9 décembre 2000. Et il est sorti de là qu'il fallait faire un certain nombre d'arrangements au le président est parti au 14 juillet 2022 au palais du présidentiel avec ce document-là. Et tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui figure là-dedans. On n'a pas donné suite. Et on continue. Il faut donner suite à un dialogue qui trouve des arrangements et qu'on décide des points sur lesquels nous devons faire des réformes constitutionnelles, des réformes réglementaires pour que les prochaines élections
soient des élections inclusives. Oui, la base électorale a augmenté, la sociologie aussi a augmenté. C'est pourquoi il faut permettre que tous les candidats soient là et que la population choisisse. C'est ça que nous revendiquons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et que Dieu nous aide. Merci beaucoup, Soumaïla Bridomi, porte-parole du PDCI. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Vassiri Kidjabi du RADP. Merci Zokou Seri, maître Zokou Seri, avocat militant de gauche. Merci Norbert Navarro et merci Alafé Wakili. Merci à vous de nous avoir regardé, d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles éditions de Décrypter l'Afrique, la quotidienne.